Notre invitée de la semaine n'est peut-être pas la Céline préférée des Québécois québécoises, mais elle a certainement une place spéciale dans leur cœur et leur routine, en plus d'être ma Céline préférée à moi, et ce sans même devoir grimper dans la Tour Eiffel pour chanter. Après 17 ans à la barre du téléjournal de fin de soirée, elle se prépare à passer le flambeau pour animer un nouveau magazine portant sur l'actualité internationale. Bienvenue, Madame Galipeau. Bonjour. Céline Galipeau en format balado, il me semble que c'est pas commun, c'est non, pas c'est courant. La première fois. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est notre première primaire chez Urbania grâce à Céline Galipeau? C'est pas rien quand même, non, merci. Non, ce n'est pas rien. Il fallait que je quitte le téléjournal pour venir ici, sans doute. Là, vous êtes complètement rockstar. Vous allez à Bonsoir, Bonsoir tantôt. Vous courez les entrevues. C'est pas une zone de confort pour vous, je crois. Pas vraiment, non. Je suis plus habituée à être dans votre rôle que dans celui-là. Oui. Mais je pense que c'est peut-être intéressant pour les gens, après toutes ces années, de savoir peut-être d'où je viens un peu mieux. Parce que les gens ne me connaissent pas beaucoup, en fait. Non, ben vous êtes très secrète. Vous n'êtes pas dans les magazines à potins pour montrer votre beau confort, votre chalet et tout ça. Donc, on vous connaît peu. Et est-ce que vous faites violence présentement de faire cette tournée-là ou c'est quelque chose de... Bien, je suis guidée dans cette tournée des médias, mais je pense que ça vaut la peine aussi pour expliquer aux gens un peu cette nouvelle émission que je vais animer, expliquer pourquoi je suis partie. Je pense que ça vaut la peine, quoi, quand même. Même si il y a encore peu d'informations sur le titre, sur le format et tout ça, mais parce que on n'est pas rendu là encore. On en reviendra tantôt. J'ai quelques titres de suggestions pour vous. En attendant, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vous arrêtent, qui vous parlent de ce changement de cap-là. J'imagine que les gens sont sympathiques avec vous. Oui, mais je pense que les gens sont très contents et peut-être que c'est un peu surprenant quand même, mais les gens sont très contents de savoir qu'il va y avoir un rendez-vous d'une heure d'actualité internationale. Ouais. Donc, visiblement, ça intéresse les gens. Et je pense qu'il y a ce que j'ai senti beaucoup dans les messages que je recevais, c'était un peu ça. C'était « Ah, enfin, Radio-Canada va remettre un rendez-vous d'actualité internationale. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas. » Donc, je pense que les gens ont soif de comprendre un peu, d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur notre planète, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Oui, surtout ces temps-ci. Vous avez, comment vous réagissez par rapport, il y a une bonne affection envers vous, même ici, mes collègues très jeunes, des fois j'ai des invités, puis c'est un bruit de criquet, là, récemment c'était Claude Meunier, puis les gens ne savent pas trop, mais là, Céline Galipeau, j'avais des collègues qui étaient tout énervés, et là, ils étaient supposés de descendre pour, vous allez vous faire attraper en selfie en sortant, mais quand même, vous êtes à l'aise avec ça? Bien, je suis à l'aise. Moi, je ne le vis pas dans mon quotidien. C'est-à-dire que là, je le reçois, puis c'est presque une surprise un peu pour moi, parce que je savais que, bon, il y aurait des gens qui diraient « Ah, elle quitte le téléjournal. » Mais je ne pensais pas que le lien était si fort. Je savais qu'il y avait un lien avec le public, parce que c'est un lien de confiance qui dure depuis des années, qu'on construit lentement, mais sûrement. Mais là, de savoir que les gens... je sais pas, il y a des messages qui m'ont touchée particulièrement. D'abord, j'ai eu des messages un peu partout dans le monde, mais aussi parce qu'on est diffusé sur TV5 Monde, et aussi ces gens qui me disaient « Ah, vous êtes comme mon ami le soir, et là, vous serez plus là, et à qui je vais parler le soir, et tout. » Donc, il y a quelque chose, je réalisais que oui, on a tous l'expression, on rentre dans le salon des gens, on rentre chez eux le soir. Mais là, j'ai comme réalisé ce que ça voulait dire pour vrai, pour beaucoup de gens. Donc ça, c'est très, très touchant et émouvant pour moi. C'est un médium d'habitude, puis c'est une présence qui est rassurante, puis peu importe la gravité de la situation dans le monde, on dirait que juste de vous voir apparaître, il y avait déjà un apaisement qui se faisait de bon, OK, tout est encore sous contrôle. Parce que je ne suis pas très énervée, c'est ça? Non, vous êtes très calme. Premier balado, vous en pensez quoi de ce format-là? De justement, en consommez-vous? Est-ce que vous regardez des fois? Ben, j'écoute, oui, j'en écoute beaucoup, mais surtout en voiture, quand je circule et tout ça, quand je sors du téléjournal, je vais essayer d'écouter des choses comme ça. Mais je pense que c'est aussi un format qu'on veut un peu recréer, nous aussi, dans cette émission-là. Comme je disais, on va avoir des discussions avec nos correspondants, par exemple, ou nos envoyés spéciaux. Puis là, on va être un peu comme entre nous. Ça ne va pas être des panels structurés et tout. On veut avoir justement ce genre de discussion où on peut prendre notre temps aussi, puis raconter un peu
pas seulement l'actualité, mais aussi un peu les dessous du métier qu'on fait. Ouais. Donc, je pense que ça va être intéressant. Non, j'étais curieuse, en fait, de voir comment vous fonctionnez. On est préparé, mais ça dépend. C'est assez inégal. Il y en a qui sont plus ludiques, on pige des questions, tout ça. Il y en a qui se préparent un peu plus, mais maintenant, dans l'océan de l'offre disponible, je pense que c'est difficile aussi de tirer son épingle du jeu là-dedans. Alors que les médias traditionnels, on sait un peu encore où on s'en va. À la presse, on sait à quoi s'attendre et tout ça. Mais justement, sur les médias, en 2019, à Marie-Louise Arsenault, à l'émission, il y avait un spécial métier journalisme. Vous disiez être extrêmement préoccupé par le phénomène des fausses nouvelles à l'époque. Ça doit être toujours le cas, mais maintenant, on rajoute l'IA. Vous en pensez quoi présentement de l'état des lieux depuis, les nouvelles bloquées? On est à l'ère du blocage de Meta. Je trouve ça assez déplorable. Puis je trouve aussi que tout cet argent qui s'en va dans ces grands réseaux, c'est vraiment une tragédie pour nos médias à nous. Mais je trouve aussi que, justement, je pense que à cause de ce déferlement d'informations quand même qu'on retrouve toute la journée sur les réseaux, avec Internet, etc., ça devient assez étourdissant. Puis c'est une des raisons qui font que je suis contente d'aller dans une émission comme celle que je vais animer, en fait. Parce que je trouve que même pour nous, journalistes qui sont là-dedans toute la journée, on a du mal maintenant à faire le tri, en fait, sur ce qui est important, ce qui n'est pas une nouvelle tout à coup qui sort, et puis là, tout le monde se précipite là-dessus, tout le monde commande cette nouvelle. Et nous, notre rôle à 22h le soir, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre du recul, mais on y arrive difficilement maintenant, tellement l'information va vite en ce moment. Donc, je trouve que c'est vraiment le bon temps d'avoir cette nouvelle émission où on va pouvoir prendre un peu de recul, regarder l'actualité de la semaine et se dire, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'expliquer aux gens qui vont leur permettre de mieux comprendre un conflit, par exemple, ou une guerre, ou une actualité, l'antivirus, par exemple. Juste ça, quoi. On n'a plus le temps aux nouvelles, je trouve, d'expliquer vraiment les choses, de revenir à la base. Alors, on commente une nouvelle vite, on l'annonce, on la commente, puis après, elle est finie, on passe à autre chose. Vous avez tellement raison. On dirait que le commentariat est beaucoup plus rapide que l'analyse ou même la couverture d'une nouvelle, en quelque sorte. Toujours au micro de Marie-Louise, vous disiez qu'on annonçait même à votre arrivée en 2009 la mort du téléjournal, qui est toujours là finalement. Mais est-ce que la disparition d'un format comme ça, avec la trajectoire que prennent les médias, c'est inévitable ou... c'est peut-être inévitable. J'ai pas de boule de cristal. Puis c'est vrai que quand je suis arrivée, on m'a dit, mais pourquoi on le regarde plus le téléjournal, ça sert plus à rien le téléjournal, etc. Mais c'est vrai qu'on est encore là. On a quand même fait évoluer un peu la formule au fil du temps. On a mis des reportages plus longs, on a mis des entrevues, parce qu'à l'époque, il y avait le téléjournal, Le Point, donc c'était un peu différent. Mais là, maintenant, l'émission est une émission d'1 heure. Mais je pense que ça reste important. Puis ça, j'essaie de l'expliquer parce que, comme je disais, il y a tellement de nouvelles, ça va tellement vite. Le soir, je ne sais pas comment les gens font, en fait, pour distinguer tout ce qu'ils ont vu passer sur leur téléphone ou sur leur tablette. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est anecdotique, qu'est-ce qui est de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui n'en est pas. Et donc, je pense que nous, notre travail de journaliste, ça reste, dans un bulletin de nouvelles, d'évaluer la situation puis de se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour nous qui sommes journalistes, dont c'est le métier de vérifier les faits, de vérifier l'information, d'aller sur le terrain, de voir ce qui est vraiment en train de se passer, parce qu'il y a souvent beaucoup de nuances entre ce qu'on peut penser d'un événement et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et donc, il y a comme un ordre qu'on met dans les nouvelles. Donc, que les gens veuillent nous suivre ou pas, mais ça, c'est autre chose. Mais nous, c'est ça notre rôle, un peu de hiérarchiser dans les nouvelles et de dire, voici à la fin de la journée ce que nous, comme journalistes, on pense que vous devez retenir. Pour que vous ayez un regard plus éclairé sur ce qui se passe dans le monde, en fait. Il demeure qu'il y a un côté subjectif là-dedans. C'est hiérarchisé en fonction aussi des intérêts d'une boîte ou des intérêts même des journalistes. Oui, c'est sûr que c'est les intérêts des journalistes, mais nous, c'est notre métier de faire ça quand même. Donc, c'est pas des influenceurs qui pensent que, ou des commentateurs qui pensent que. Ce sont des journalistes qui ont travaillé toute la journée pour savoir qu'est-ce qui se passe dans tel domaine. Donc, nous, c'est un peu ça notre rôle. Mais c'est vrai que
pour les jeunes qui ne veulent pas se faire prendre par la main, qui ne peuvent pas se faire dire comment faire les choses, je comprends que ce soit un peu rébarbatif, mais maintenant, ils peuvent aller regarder les reportages un peu partout, ils peuvent les rattraper un peu partout. Et s'ils peuvent aller sur des sites d'information sérieux, ben, ils vont voir toutes sortes d'informations sur lesquelles ils peuvent se fier. C'est ça l'important, en fait. Sans minimiser l'importance du magazine hebdomadaire à vocation internationale que vous allez piloter prochainement, ça répond pas à une volonté de ralentir. J'ai l'impression que vous allez être quand même très occupé avec ça. Là. Vous annoncez pas vous faites pas ce choix-là pour relaxer un peu du quotidien. En fait, c'est arrivé comme une surprise. C'est quelque chose... que je pense qu'il était important de faire à Radio-Canada. Je l'avais déjà dit, mais disons qu'on n'y avait jamais pensé sérieusement. Puis en principe, je continue au Téléjournal l'année prochaine. Mais quand c'est arrivé, ben, c'était une surprise. Puis franchement, j'ai pas hésité très longtemps parce que c'est retourner à mes anciennes amours, en fait. Ça boucle une boucle. Oui, ça boucle un peu une boucle. Puis ça va me permettre aussi, justement, de ralentir un peu. Pas ralentir dans le sens... que vous l'entendez, mais de ralentir un peu en termes de réflexion. C'est-à-dire que pour moi, qui suis en plus introvertie, donc qui ai besoin de réfléchir et d'être un peu dans le calme, me sortir un peu de l'urgence de l'actualité quotidienne, je pense que ça va me permettre de faire autrement un peu, de servir le public autrement. Avec un pas de recul, ce qui est un luxe. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça, de pouvoir réfléchir un peu. Vous avez même cité, je pense que vous avez volé la réplique de Vito Corleone dans Le Parrain en affirmant que c'est une offre que vous ne pouviez pas refuser. Oui, c'est ça. C'était pas dans le même sens que lui. Non, c'était pas du tout dans le même sens. Pas du tout. Il paraît que vous militiez à l'interne depuis quand même des années pour le retour d'un magazine qui porte sur, dites-moi si je suis dans le champ, sur l'actualité internationale. C'est-à-dire que je me suis peut-être mal exprimée, mais en fait, c'est qu'on faisait des émissions de correspondants, une fois par année, une fois par 2 ans, et chaque fois, je me disais, il y a tellement... Ça suscite beaucoup d'intérêt, les gens veulent savoir comment nos correspondants travaillent, etc. Donc, c'est une idée que je caressais, mais disons que pour moi, le téléjournal, c'était ma vie, je faisais le téléjournal. J'en avais parlé un peu avec la direction, mais je ne militais pas vraiment pour ça. Je disais juste que ça serait une bonne idée. Mais vraiment, c'est la direction qui a décidé, à cause du contexte actuel, d'aller de l'avant avec une émission internationale. Parce que avec tous les bouleversements qu'on vit, je pense que les gens ont besoin de clés pour mieux comprendre l'actualité. Puis c'est ça la volonté de Radio-Canada. Donc c'est leur décision, en fait. Ils m'ont fait une offre, je l'ai acceptée. Oui, vous ne pouviez pas la refuser. Exact. Mais ironiquement, ça demeure hautement pertinent plus que jamais, alors que tout le monde tient entre ses mains une petite fenêtre sur le monde. On est plus bombardé que jamais de ce qui se passe ailleurs, mais on a peut-être peu de canaux pour décortiquer. C'est un peu ça que vous allez offrir. Je donne des exemples parce que, par exemple, moi, au téléjournal, j'aurais voulu, dès le début de la guerre en Iran, expliquer peut-être le nucléaire iranien. Qu'est-ce que c'est exactement? D'où ça vient? Depuis quand est-ce que l'Iran a des ambitions nucléaires? Puis bon, j'ai jamais le temps d'expliquer ça parce qu'on est toujours dans la nouvelle du jour. Alors, Trump a dit telle chose, les Iraniens répondent telle affaire, il y a un bombardement là. Alors, on est pris... Je pense que c'est ça qui parfois me frustrait, c'est que j'avais des idées, des explications à donner et j'avais pas le temps de le faire. Donc là, c'est là que je veux le faire. Prendre un aspect de l'actualité qu'il y a eu dans la semaine et expliquer aux gens, revenons à la base un peu de ce dont on parle. Puis là, évidemment, si je dis, ah oui, le détroit d'Ormuz, mais avant qu'on explique vraiment ce qu'était le détroit d'Ormuz, personne connaissait. Il y a 1 semaine, 2 semaines qui sont passées, puis finalement, on a commencé à l'expliquer, mais le passage des bateaux, etc. Donc, c'est tout ça, je pense qu'il faut revenir un peu pour le grand public, qui n'est pas nécessairement devant son écran toute la journée à regarder RDI ou LCN, à des choses plus de base, de compréhension. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais vous avez tellement raison, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris l'existence même de ce détroit-là en essayant aussi de comprendre en direct ce qui se passait, alors qu'on n'avait pas le contexte. Il manquait le contexte. C'est le contexte que vous allez nous offrir, finalement. Oui, c'est ça. Contexte historique, contexte aussi par exemple, l'Iran a commencé ses ambitions nucléaires sous le Shah d'Iran. Et qui encourageait l'Iran à démarrer? Les États-Unis avaient aidé le Shah d'Iran à commencer son programme nucléaire. Enfin, il faut raconter toute l'histoire pour que les gens comprennent bien où est-ce qu'on en est.
Est-ce qu'il y a une petite volonté aussi de faire un contrepoids? Il y a eu des coupures dans les dernières années. Je pense que vous avez des bureaux qui ont fermé en Amérique latine, en Afrique. On a ramené une couverture internationale à Montréal. Les médias écrits aussi ont de moins en moins de budget, font affaire avec des pigistes. Pourtant, c'est plus que jamais que c'est important d'avoir des yeux partout. C'est vrai qu'on a dû fermer des bureaux pour des raisons budgétaires, mais on couvre l'actualité différemment maintenant. C'est vrai qu'on a des envoyés spéciaux qui se promènent. Je pense que j'entendais la direction dire qu'on est allé dans 50 pays l'année dernière. Donc, on a fait beaucoup de voyages, on a envoyé beaucoup d'envoyés spéciaux, mais on a moins de bureaux, c'est vrai. Mais notre correspondante, par exemple, qui est basée en Turquie, a couvert l'Ukraine, a couvert le Moyen-Orient, est allée en Irak. Donc, je veux dire, nos correspondants rayonnent et on a beaucoup d'envoyés spéciaux. Je pense que c'est la grande force de Radio-Canada d'avoir encore la chance d'avoir des correspondants qui sont sur le terrain, qui peuvent voyager. On a encore les moyens de le faire. Ben, je pense que cette émission-là va les mettre en valeur plus que jamais. C'est vrai qu'ils sont très sollicités. C'est ça qu'ils vous répondraient s'ils étaient assis à côté, autour de la table. Mais on va essayer d'arbitrer ça pour qu'ils puissent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire aux nouvelles. Des reportages plus longs, des analyses plus poussées, et pour leur permettre à eux aussi d'avoir un peu le luxe de prendre un tout petit peu de recul. Vous leur avez forcément parlé, c'est un projet qui les emballe, j'imagine? Oui, je pense, oui. Mais ça s'est fait vite, hein. On n'a pas eu le temps de tout discuter. On n'a pas encore vraiment commencé à travailler sur le projet. On sait juste qu'on a des grandes ambitions, mais on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Les médias traditionnels, souvent, pas compétitionnent, mais coexistent avec des médias sociaux qui sont beaucoup bousculés, propulsés par l'émotion. Les gens donnent leur avis rapidement. Est-ce que c'est rendu possible dans un contexte comme ça, une couverture médiatique objective d'un conflit international? Est-ce que le jupon d'un journaliste dépasse? Comment qu'on peut être neutre devant les atrocités à Gaza, devant l'invasion des Russes en Ukraine, devant même le comportement des agents de l'ICE aux États-Unis? Ça devient difficile de pratiquer un journaliste très neutre alors que les débats sont enflammés sur les réseaux sociaux. Mais moi, ça fait longtemps que je pense que l'objectivité pure n'existe pas vraiment parce qu'il y a toujours un agresseur et un agressé, il y a toujours un bourreau, il y a toujours une victime. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas neutre dans une couverture. Mais quand on est sur le terrain, on essaye le plus possible de donner la parole aux deux côtés. Par exemple, je pense que c'est le plus évident, c'est quand on va, par exemple, à Jérusalem, quand on va couvrir le conflit entre Israël et le Hamas ou le conflit tout simplement entre les Israéliens et les Palestiniens, on va essayer de donner le point de vue des Israéliens par rapport à ce qui s'est passé au mois d'octobre 2023. Par exemple, pour eux, ça reste encore une question, un immense traumatisme. Donc, on va essayer de leur donner la parole à eux et en même temps, on va donner la parole aussi aux Palestiniens. On va aussi montrer ce que font les colons en Cisjordanie. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'objectivité dans le sens qu'on sait tous comme journalistes exactement où on se situe dans ce conflit-là, mais on va essayer quand même de garder une certaine forme d'équilibre, en fait. C'est comme, malheureusement, on a été expulsé de la Russie, donc notre correspondante n'est plus en Russie. Mais si on avait pu, pendant la guerre, parler de ce que les Russes vivent de leur côté, ça, on n'a pas pu vraiment le faire, sauf par des Russes qui étaient à l'extérieur du pays ou des témoignages comme ceux-là. Et en même temps, on couvre l'Ukraine de façon... on essaye de couvrir l'Ukraine le mieux possible, parce que c'est une guerre. Mais qui aurait pensé que ça durerait 4 ans plus tard, quoi? On n'aurait jamais imaginé ça. Et pourtant, cette guerre-là dure. Après, il y a une autre guerre à Gaza, ensuite une guerre maintenant en Iran. C'est quand même une période vraiment trouble qu'on vit en ce moment. Plus trouble que vous en avez vu quand même pas mal en quelques décennies. Est-ce que vous sentez que maintenant, il y a une situation qui est plus préoccupante que jamais? Oui, c'est plus préoccupant parce que les règles qui existaient depuis la Deuxième Guerre mondiale, elles n'existent plus. Et ça, c'est un monde nouveau, c'est un nouvel ordre mondial. Puis il faut que tout le monde s'ajuste, en fait, dans ce monde-là.
C'est pas étonnant qu'on parle du discours de Davos de Mark Carney parce que il a pour la première fois exprimé une possibilité pour toutes les puissances moyennes de vivre un peu en dehors des États-Unis, de ne plus être aussi dépendant des États-Unis. Donc c'est un discours qui a résonné beaucoup à l'extérieur. Dans le reste des pays occidentaux, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens parce que jusque-là, on était plutôt dans l'apaisement. C'est-à-dire qu'on essayait plutôt d'apaiser M. Trump. Et là, tout à coup, il y a peut-être une autre voie. Parce que je pense que tous les pays du monde essayent de s'ajuster à ce qui est en train de se passer. Alors qu'avant, quand même pour nous, les journalistes, quoi, on allait sur le terrain, on se promenait avec nos sigles press ou TV, etc., sur nos voitures. Ça nous protégeait. Ça nous protégeait, pas tout le temps, peut-être pas en Bosnie, mais parce que quand même, il y a beaucoup de journalistes qui ont été victimes de tirs et tout ça, qui sont morts même. Mais 200 journalistes morts à Gaza en 2 ans, 3 ans, on n'a jamais vu ça, quoi. C'est quelque chose d'incroyable, en fait. Justement, ça reflète un peu ce que vous dites. Quand Le Devoir récemment vous a passé en entrevue, vous a demandé c'était quoi les moments marquants de votre carrière, puis moi, votre carrière, elle remonte tellement loin que j'étais quand même étonné de voir que c'était assez récent. Tu sais, vous parliez de l'Ukraine, de votre rencontre avec le président ukrainien, de la pandémie, tous des trucs quand même assez contemporains. Oui, mais c'est parce que je le vis tous les jours, donc ça reste pour moi marquant. Mais c'est ça, c'est difficile de faire un choix, quoi. C'est comme si on vous demandait, c'est quoi la pièce la pièce de théâtre préférée que vous avez vue au cours des... Cabaret Neige Noire. Ça remonte à loin, ça. Les années 90. Moi, il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que l'événement, en fait, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est l'événement qui m'a le plus marqué comme journaliste, je pense, de toute ma carrière. C'est quand je suis arrivée au Pakistan, sur le chemin de l'Afghanistan, parce que c'est là que j'ai découvert, puis j'avais couvert quand même beaucoup de choses déjà dans ma vie, il y avait eu Polytechnique ici, j'avais couvert beaucoup de choses, mais j'ai tout à coup réalisé que dans une grande partie du monde, être femme, être fille est une malédiction. C'est comme... J'avais jamais réalisé ça, mais on arrivait... C'était peu après les attentats du 11 septembre, puis moi, on m'avait dit, essaye de rentrer en Afghanistan. Donc, je suis allée au Pakistan en me disant peut-être qu'on va pouvoir y aller par là. Et quand je suis arrivée à Quetta, qui est au Balouchistan, donc juste à la frontière, vous êtes allé en Afghanistan, donc c'est juste à la frontière avec l'Afghanistan. Quand je suis arrivée là, il y avait beaucoup de tensions parce que le Pakistan, on ne savait pas s'ils allaient tomber du côté... Ils avaient défendu beaucoup les talibans jusque-là, donc on ne savait pas s'ils allaient se ranger du côté de la coalition internationale ou pas. Et donc, c'est un arrière-bastion, les talibans. On arrive là, on est dans un convoi militaire qui protège les quelques journalistes qui arrivaient. Et puis, sur la route, il n'y avait que des hommes. Puis le Pakistan, c'est un pays quand même 180 millions d'habitants, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue parce que les hommes peuvent pas être dans les maisons parce que dans les maisons, il y a des femmes et personne ne doit voir ces femmes. Alors donc, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de femmes dans les rues. Et à un moment donné, j'ai vu une ombre passer de couleur puis qui courait dans la rue puis qui est rentrée vite dans une entrée, dans une maison, donc dans une cour. Et puis là, j'ai réalisé que les quelques femmes qui étaient là, elles n'avaient pas leur place dans l'espace public. Donc là, j'ai eu un premier choc. J'ai réalisé que, porter le voile dans un stand-up devant la caméra, c'était pas une bonne idée de faire ça parce que ça avait suscité vraiment un tollé. Ce qui était nécessaire pour votre sécurité. Mais oui, absolument. Oui. Donc, je réalisais pas tout ce que ça voulait dire et ce que ça impliquait ici, mais j'ai découvert ça. Ensuite, je suis arrivée en Afghanistan et là, j'ai vu... tout ce que ça voulait dire, quoi, un régime obscurantiste comme celui des talibans. J'ai vu les petites filles retourner à l'école, les femmes retourner travailler, tout l'espoir qu'on leur a donné. Et puis aujourd'hui, je constate comme vous le recul. Puis on est revenu une chape de plomb sur toutes ces femmes. Et puis le monde qui détourne le regard, en fait. C'est ça qui est le plus triste. Avez-vous déjà réalisé que c'est à travers vous, probablement, qu'on a eu notre premier contact, beaucoup de gens ici, avec le voile? C'était quelque chose, quand même, qui n'était pas... Non, j'ai réalisé ça. Oui. Non, je l'ai tout à fait réalisé. Parce que ça a suscité un tollé. Puis moi, j'étais à l'autre bout du monde, dans un espèce de contexte très hostile. Et là, sur le coup, quand on m'a appelé pour me dire « Céline, il faudrait que tu expliques pourquoi tu as porté le voile. » Puis pour moi, c'était un peu
qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi il faudrait que j'explique ça? Mais c'est vrai que pour les gens ici, il y avait on découvrait quand même, on découvrait un univers. Moi, je découvrais ce que ça voulait dire pour les femmes, mais tout le monde découvrait cette région du monde qu'on avait complètement oubliée. Je pense qu'il y a quelques journalistes qui allaient. Je me souviens, Michel Ouimet était allé faire des reportages. Elle portait une burqa, Michel. Oui, elle portait une burqa, mais nous, à la télé, c'est un peu plus compliqué. Oui, quand même. Mais quand même, c'était pratique. Hein. J'ai réalisé après que ça aidait beaucoup pour travailler quand même. Mais moi, à la fin, je portais un grand manteau, foulard et tout ça parce que... Mais enfin, bref, oui, les gens réalisaient ce que c'était. Mais maintenant, on a compris, on a réalisé ce que ça voulait dire d'aller dans ces pays-là. Mais est-ce que ça doit vous décevoir de voir que c'est encore objet de discorde, même ici, le voile? Je veux dire, tout récemment, dans les politiques de la CAQ, ça faisait polémique. Donc, on n'est pas sorti non plus de cette espèce de débat-là. Mais maintenant, je le comprends mieux parce que j'en ai parlé beaucoup avec des femmes des deux côtés. Je comprends mieux aussi pour toutes ces femmes qui ont milité contre la religion, pour qu'on se libère de tout ça. Je peux comprendre le symbole et en même temps, je comprends aussi ce qui se passe en Iran, les femmes qui ne veulent plus le porter. Enfin, c'est un débat parce que moi, quand j'étais en Afghanistan et que je parlais de la burqa, je disais pour nous, la burqa et tout ça, là, vous ne portez plus la burqa. Puis les femmes me regardaient en général pour dire... Ben, on s'en fout un peu de la burqa, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler, c'est être égalitaire, c'est gagner un salaire, c'est pouvoir être ingénieur ou être avocate. C'est ça, notre but. La burqa, oui, c'est peut-être difficile en Occident de comprendre comment on peut porter un tel vêtement. Mais pour elles, c'était pas... Ça les protège d'une certaine façon. Ça les protège du regard des hommes qui sont encore si peu habitués à la liberté des femmes, qui ne l'acceptent pas du tout, en fait. Sur toutes les tribunes, Mme Galipeau, on ramène le fait que vous avez défoncé le plafond de verre en devenant la première femme chef d'antenne. D'autres l'ont fait par la suite. On a une femme première ministre présentement. Vous avez sûrement beaucoup de patronnes. Et là, je ne veux pas vous prêter des intentions, mais j'ai l'impression que oui, mais vous épanchez pas nécessairement là-dessus. Est-ce que le fait d'être trop allé ailleurs ou beaucoup allé ailleurs vous permet de relativiser un peu qu'ici, ça va quand même plutôt bien? Puis là, je ne veux pas vous prêter des intentions, mais on dirait sûrement. Je veux dire, moi, je le dis souvent quand je donne des conférences, que nous, on a parcouru un chemin énorme, mais on ne peut pas oublier la moitié du monde où, justement, les femmes ont encore besoin de beaucoup de soutien. Mais c'est vrai aussi que pour le téléjournal, le plafond de verre, il a été brisé. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier, il ne faut rien prendre pour acquis. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Il reste encore certainement du chemin à parcourir. Mais moi, je me dis, on m'a demandé, est-ce que vous voulez que ce soit une femme qui vous succède? J'aimerais bien que ce soit une femme, mais je ne vois pas la nécessité. Je pense que des femmes, il faudrait qu'il y en ait partout, en fait. Il faudrait qu'elles puissent animer n'importe quelle émission qu'elles auraient envie d'animer. Et voilà, quoi. Si elles veulent venir animer le téléjournal, tant mieux. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus... faut pas non plus restreindre ça, quoi. Le plafond de verre, il a été brisé, puis on passe à autre chose, quoi. C'est ça que je pense. Même l'âge, tu sais, vous avez mentionné, je crois que c'est à Guy Lepage, tout le monde en parle, que, bon, mais ici, il y a quand même on n'invisibilise pas les femmes qui vieillissent, donc il y a quand même, c'est pas parfait, mais je veux dire, il y a quand même une volonté de... Moi, j'ai jamais senti qu'on me pressait de partir à cause de mon âge, disons-le comme ça. Là, c'est cru un peu, mais j'ai jamais senti ça. Ça, c'est parce que vous êtes intemporel. Ça va bien, là, votre premier balado, finalement? Ah oui, j'adore c'est correct? Oui. OK, parfait. Avoir du temps pour parler. C'est le fun, hein? C'est un peu une pratique de votre format d'émission. Ça, exactement. Bon. On va retourner un peu dans le temps, si vous voulez bien. Vous avez déjà dit en entrevue être tombé dans la marmite du journaliste dès l'enfance. Vous avez quand même pas eu une famille, pas eu un développement typique, là. Vous avez eu un père journaliste québécois, une mère infirmière vietnamienne. Vous êtes le fruit d'un mariage entre l'Occident et l'Orient. Les deux parents tenaient au respect des traditions. C'était comment, vous avez grandi un peu partout dans le monde. C'est pas, vous n'avez pas une la vie, la petite routine, là. Non, moi je suis partie, j'avais 3 ans et demi, donc, puis je suis revenue, j'avais 19 ans, quoi. Donc j'ai passé une bonne partie de mon temps à l'extérieur, mais
Moi, mes parents, c'est une grande histoire d'amour, quoi. Mon père était au Vietnam, ma mère quittait le Vietnam à ce moment-là. Ils ont pris un bateau. Le voyage pour arriver jusqu'à Marseille durait 21 jours. Puis au bout de 21 jours, eh bien, ils se sont mariés. Donc, ça a été ça. Ma mère était la première immigrante vietnamienne reçue ici au Québec. Donc, c'était pas facile, je pense. Ça a été une période difficile. Je me souviens qu'elle me racontait, par exemple, à Québec, elle portait la robe vietnamienne, puis les enfants s'accrochaient à sa robe. Attendez, était la première? Là? Oui, ah, oui, immigrante reçue ici. Il y avait des étudiants vietnamiens qui étaient là et tout ça, mais elle, c'est ça, elle était la première. Okay. Donc, c'était une vie où mon père parlait très bien vietnamien, c'était un être très érudit. Et donc, oui, on a grandi dans ce mélange et cette ouverture et tout. Puis mon père a été fondé les premiers journaux de l'Afrique francophone indépendante parce que ça pouvait pas être des Français ou des Belges à cause de la colonisation et tout. Donc, l'UNESCO avait demandé à un Québécois d'y aller. Donc, mon père a fait ça. On a vécu toutes sortes de choses. Quand il y a eu un coup d'État au Togo, par exemple, là, mon père nous avait amenés pour qu'on sorte des choses du bureau de la présidence, puis on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Là, c'était une vie extraordinaire, en fait, où on a voyagé beaucoup, où j'ai appris beaucoup, où je me suis intéressée, et je voyais pas de différence, en fait. C'est surtout ça, c'est que quand on grandit comme ça dans toutes sortes de pays, j'ai l'impression qu'on ne voit que des humains autour de nous, parce on arrive, on est l'étranger dans la place, donc il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on apprenne des coutumes sur place. Donc je pense que c'est une chance, ça nous donne une ouverture peut-être que les gens peuvent pas toujours avoir parce qu'ils vivent pas dans des sociétés peut-être aussi ouvertes. Parlant de coutumes, vous avez été all-in au Sénégal, où vous alliez même à l'école nu-pied. En quoi l'éducation que vous avez reçue a teinté votre façon de travailler aujourd'hui, votre personnalité? Ben moi, j'ai grandi dans les écoles françaises, donc où on étudie un peu très différemment d'ici, c'est-à-dire qu'on étudie, tout s'apprend par cœur, on récite, on apprend les poèmes, Il y a une façon différente, je pense, d'étudier. Il y a pas beaucoup de créativité qui est permise dans ces écoles-là, mais on a une bonne culture de base, disons. On apprend la grammaire, l'écriture, on l'apprend bien. J'ai appris aussi, on apprend des langues. Moi, j'ai appris le russe à Dakar, au Sénégal, à l'école. Et donc, je faisais du ballet. Après, je suis allée à Moscou pour passer des vacances et pour étudier le ballet et tout ça. Donc, après ça, quand on m'a demandé si je voulais être correspondante à Moscou, ben oui, je vais y aller, et puis tout ça. Donc, je dis pas que ma carrière a commencé là, mais disons que j'ai été formée assez jeune pour ça. En fait, votre première école de journaliste, ça a été la radio transistor familiale où votre père vous forçait à écouter la BBC. Ben, vous obligeait à vous intéresser du moins à ce qui se passait. Donc, j'imagine que c'est là que a germé l'idée de faire du journalisme international et tout ça. Tous les soirs à 8h, le bulletin français de la BBC. Alors, on écoutait ça. Puis après, ben, mes parents en parlaient. Puis c'était la guerre du Vietnam, puis c'était tout ça. Donc, c'était très intense, les discussions et tout ça. J'ai appris là, à tel point qu'après, quand j'ai commencé à travailler comme journaliste, très rapidement, ils m'ont demandé de faire de l'animation parce que c'est comme quelque chose que j'avais dans l'oreille, en fait, le ton. Mais bon, franchement, c'était pas une très bonne idée de me demander de faire ça. Mais c'est ça. Ça fait partie de moi, en fait. Et vous ne l'avez pas volé. Vous avez commencé au bas de l'échelle, vous avez fait vos classes, et pour vous, faire ces classes, ça commençait quand même par une job d'animatrice de bulletin de nuit à la défunte station CJMS, très populaire à l'époque. Et là, quel souvenir vous gardez de cette époque-là? Ben, j'étais un peu traumatisée au départ parce que d'abord, j'avais jamais fait de radio de ma vie. Et donc, je suis arrivée... J'ai passé le test. C'était Michel Baudry qui était le directeur de l'Info. Donc, j'ai passé le test, écrit et tout ça. Mais manipuler des bandes et tout ça, je ne savais pas faire. Alors, c'est une collègue qui travaillait jusqu'à 18h, je pense, ce jour-là, Dominique Rajotte, avec qui j'ai travaillé par la suite, qui a été une journaliste ici et puis aussi rédactrice en chef. Donc, c'est Dominique Rajotte qui m'a montré rapidement comment faire ça. Mais je veux dire, ça a pris 5 minutes. Puis après, elle est partie, puis je me suis retrouvée toute seule. Pour la nuit, là. Traumatisme total. Parce que
là, oui, c'est ça. J'ai dû apprendre sur le tas rapidement, mais ça a été une très, très bonne école. Ben oui. C'est l'époque où il y a les Paul Arcand. Je pense que même Paul Larocque. Paul Larocque était là. Oui, c'est ça. Mais ils étaient pas mal plus avancés que moi. Oui. Revoyez-vous encore ce monde-là, des fois, un genre on se croise souvent, puis on en parle avec un peu d'humour, parce que je me souviens très bien, Paul Arcand rentrait le matin, donc moi j'avais fait la nuit, puis vous savez, nous les petites mains la nuit, on prépare des textes pour Monsieur Arcand qui rentre le matin, puis lui il arrivait, je mettais ça bien en ordre sur son bureau, puis lui il arrivait, puis il mettait tout ça à la poubelle devant moi. C'était comme... Je me disais, lui il écrivait ses propres textes et tout, là, mais... C'est ça. Moi, on m'avait dit, tu fais ça pour lui, tu sais. Mais non, il n'y avait pas besoin, absolument pas de ça. Puis ça a été une inspiration aussi pour moi de le voir travailler, de l'entendre. Je ne le voyais pas vraiment travailler, mais je l'écoutais après. Puis lui, il arrivait, puis il avait comme la vision du matin. Puis moi, j'avais toute la nuit la vision du soir passé. Donc, pour moi, ça a été une grande leçon de journalisme, en fait. C'était quoi le climat pour les femmes à l'époque? Ça devait être quand même, que ce soit dans le monde des correspondants ou même des journalistes, les femmes souvent avaient des beats un peu plus soft. La nouvelle, c'était comme peut-être une chasse gardée des hommes. C'était très boys club, j'imagine? C'était encore assez boys club. Quand on rentrait dans la salle des nouvelles, ça fumait. C'était un peu différent de l'atmosphère d'aujourd'hui. Il y avait quelques femmes, mais pas beaucoup. Daniel Levasseur, je me souviens, il y avait quelques journalistes sur les collines, mais il n'y avait pas beaucoup de modèles féminins à l'époque. Mais on avait quand même dans la tête, il y avait quand même Madeleine Poulain qui était au point, donc elle n'était pas au même étage que nous, mais il y avait quelques légendes quand même dans la maison. Mais il n'y avait pas beaucoup de modèles féminins sur le terrain. Maintenant, il y a énormément de femmes correspondantes, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait, moi, je me souviens de Anne Medina, qui était à la CBC, qui faisait des grands reportages en Éthiopie et tout ça. Moi, ça m'avait beaucoup frappé de la voir. Puis, je me souviens de Madeleine, évidemment, à Beyrouth, quand il y avait une des premières guerres au Liban qu'on couvrait. Donc ça, je me souviens de ça. Et puis, je me disais, wow, vraiment, j'aimerais bien faire ça. Mais bon, j'étais juste rédactrice dans le temps. Puis des fois, je remplaçais le week-end, quoi. Et vous avez été généraliste. Là, vous rentrez à Radio-Canada en 84 pour devenir généraliste. Et c'est la tuerie au Parlement de Québec qui a été perpétrée par le caporal Lortie qui a été un déclic pour vous. Dans quel sens? Oui, vous êtes bien renseigné. Je sais tout. Oui. Parce que, il y a eu une période de ma vie, quand j'ai commencé à travailler à CGMS, j'ai eu une courte période de rébellion familiale, c'est-à-dire que je me disais, il faut que je me sorte du carcan, je fais ce métier-là parce que mon père a été journaliste, parce que ma sœur voulait être journaliste. Bon. Vous y allez en mode. Peut-être que c'est pas moi. Mais moi, ma mère, elle était plus côté mode. Elle faisait beaucoup, beaucoup de couture. Elle était extraordinaire. Ma mère était une femme qui savait tout faire, comme beaucoup de Vietnamiennes d'ailleurs. Pas mal plus douée que nous pour ce genre de choses. Et donc, j'avais décidé que j'irais faire de la mode. Mais là, je ne me rendais pas compte que je suivais ma mère dans ce cas-là. Donc, j'étais partagée. Mais j'avais essayé de faire ça. Et donc, j'étudiais au Collège La Salle, 2 jours. Puis, je travaillais parfois la nuit. De nuit à CGMS, aïe, aïe, aïe. Mais donc, c'est ça. J'étais dans un autre monde complètement, le jour. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu cet attentat. Puis moi, j'écoutais ça. J'avais un petit poste de radio onde courte aussi que je traînais avec moi. Puis là, j'écoutais ça. Puis je disais à tout le monde, oh, mon Dieu, il y a un attentat. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Puis ça n'intéressait vraiment personne. Il faut dire qu'on était probablement en période d'examen où, je ne sais pas, les gens étaient plus préoccupés par ce qu'ils avaient à faire. Alors que moi, je me disais, ah oui. Puis là, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup ce milieu-là, mais que j'étais pas tout à fait dans mon monde à moi non plus. Donc, c'est là que j'ai décidé de partir puis de faire du journalisme, en fait. Vous êtes allé, après avoir embrassé votre véritable destin, vous êtes allé à Toronto une couple d'années et après ça, votre première, vous allez Moscou et votre première correspondance et de là... en fait, c'est Londres. Je suis passée par Londres, mais très brièvement avant d'aller à Moscou. C'était à Londres que vous êtes allé à la guerre du Golfe? Oui. OK, c'est ça. Il n'y a pas manqué d'action, hein? Non, et après ça, à Moscou, mais après la chute, dans le fond, la chute de l'URSS, ça devait être une période complètement... c'était complètement fou.
Ben oui. C'était une période folle où il y avait des attentats dans la rue. Mon conjoint s'est fait agresser plusieurs fois en faisant les courses parce que tout à coup, à Moscou en particulier, on s'ouvrait sur le capitalisme. Donc, il y avait des boutiques qui naissaient, des supermarchés tout à coup. Puis là, il y avait des gardes à la porte avec des kalachnikovs et tout ça pour que personne dévalise le tout. Parce que les gens ne comprenaient pas encore tout à fait comment ça fonctionnait, tout ça, avec vous arrivez dans un magasin, vous payez, vous ne donnez pas un coupon pour qu'on vous donne quelque chose de l'autre côté du comptoir. C'était le chaos, là, ouais. Puis c'était aussi l'abondance, tout à coup, des produits qu'on voyait, alors qu'eux avaient été privés tellement pendant des années. Donc, c'était assez chaotique. Il y avait des étrangers qui se faisaient assassiner devant les hôtels. C'était un peu le Far West, quoi. Puis pour les gens, pour les Russes, ça a été une période extrêmement difficile parce qu'ils ont perdu, par exemple, les retraités ont perdu leur pension, l'État ne leur payait plus leur pension, les salaires, les prix se sont mis à augmenter, les salaires n'augmentaient pas. Pour les Russes, ça a été une période très difficile. C'est pour ça que ça a créé tellement de... Il y a eu des coups d'État après pour essayer, les communistes ont essayé de reprendre le pouvoir. Gorbatchev a failli être assassiné. Donc, il s'est passé tellement de choses après, pendant la période Yeltsin, où il y a eu une grande ouverture de ce président qu'on suivait dans ses beuveries, en fait. Donc, c'était assez particulier, tout ce qui se passait à Moscou. Mais il y avait cette ouverture et en même temps, cette tension dans la société. Ça a duré de nombreuses années parce qu'on a essayé de leur imposer un traitement choc. Hein. C'était ça que le premier ministre essayait d'imposer à l'époque. Et puis, ça a été dur. Ils l'ont appris à la dure, l'arrivée du capitalisme. Et moi, je me souviens, quand je suis arrivée à Moscou, tout le monde me disait... je travaillais pour les deux réseaux, CBC et Radio-Canada. Puis, je me souviens que CBC m'avait dit, bon, c'est fini, là, t'arrives après Don Murray, qui était le grand correspondant de la CBC, qui travaillait aussi pour nous, pour le réseau français. Et on m'avait dit, c'est fini, l'histoire est finie. Là. Ça y est, ils sont passés au capitalisme, donc ça va être tranquille pour toi et tout ça. Là. Moi, je suis arrivée, la guerre en Tchétchénie, première guerre, deuxième guerre en Tchétchénie, cette espèce de révolution qui se passait au niveau économique et tout, ça a été des années extrêmement intenses. Et même pour la sécurité des correspondants ou des étrangers, des expats, j'imagine que vous étiez perçus comme quoi, des envahisseurs. Vous veniez de l'Amérique aussi. Est-ce que c'était sécuritaire de se promener à Moscou? C'était pas très sécuritaire dans la mesure où on avait des moyens et aussi il y avait une espèce de... Il y avait une animosité envers cet Occident qui était en train de leur imposer un nouveau système, parce que c'est comme ça que beaucoup de Russes le voyaient. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que mon conjoint, parce que c'est lui qui s'occupait plus de faire les courses et d'être dans la rue. Moi, je travaillais pendant ce temps-là. Et donc, lui avait cette générosité de s'occuper des enfants et de s'occuper de faire les courses. Puis c'est lui qui vivait cette animosité-là. Et lui en garde un souvenir assez dur de cette époque-là. Alors que moi, pour moi, c'était au niveau professionnel, c'était une période... très excitante, très intense. C'était la première fois que j'allais sur un terrain de guerre, donc il se passait toutes sortes de choses extraordinaires pour un correspondant, bien sûr. Justement, parlons-en de votre baptême de feu en Tchétchénie. Sans traiter Radio-Canada d'irresponsable, je pense que vous étiez quand même inexpérimenté. Vous avez pris une veste par balle, puis vous êtes parti en Tchétchénie couvrir la guerre. Mais j'avais jamais fait ça, du tout. Alors, vous avez appris sur le tas, ça aussi, là. On a appris sur le tas. C'est vrai que j'ai ramassé, il y avait des gilets par balle dans un placard, mais c'était nous, on avait des petits bureaux dans un immeuble. C'était un vrai bureau de presse, là, avec plein d'affaires partout qui traînaient. Et donc, oui, j'ai trouvé ça. On a mis ça dans la voiture, puis on a pris un avion, puis ensuite, on est arrivé on est arrivé dans la province voisine de la Tchétchénie. Et donc, là, on a trouvé un chauffeur qui avait une petite Lada, puis on s'est dit, OK, on va mettre tout ça dans le coffre. On a mis tout ça dans le coffre. On n'avait pas de casque à l'époque. On n'était pas équipés comme aujourd'hui du tout. Et donc, on est parti pour Grozny. Puis ça s'est relativement bien passé, mais quand même, il fallait que j'apprenne la base. Comme mon caméraman, par exemple, j'ai voulu faire une entrevue dans la rue avec des gens parce qu'ils étaient rassemblés sur la place centrale. Puis il y avait déjà quelques journalistes qui étaient là parce que ça se battait au palais présidentiel qui était peut-être à 2 kilomètres de là. Mais les journalistes de la BBC et des gros réseaux avaient des voitures blindées et tout. Nous, on avait une petite Lada.
on n'était pas très équipés Non. et pas très expérimentés, mais il a fallu que mon caméraman, qui avait déjà couvert un peu des conflits, me dise, Céline, tu fais tes entrevues, tu mets la personne dos au mur, tu te mets contre un mur. Mais moi, je ne savais même pas ces trucs de base-là. Parce qu'en Tchétchénie, c'était une guerre ouverte, comme on voit rarement aujourd'hui. On était au milieu, c'est-à-dire qu'il y avait les combattants tchétchènes d'un côté, puis l'armée russe de l'autre, et nous, on couvrait des deux côtés, on se promenait des deux côtés. Donc, c'était... Vous aviez accès aux deux côtés? On avait accès aux deux côtés, fou, moins ça. les Russes quand même, moins les Russes, mais quand même, on pouvait, quand il y avait une attaque, par exemple, moi, je suis arrivée, on est arrivé, il y avait une attaque contre des chars russes, puis ça fumait encore, puis les corps étaient là et tout. Là. Donc, c'était une guerre beaucoup plus ouverte et accessible. Quand on pense qu'à Gaza, ça fait 3 ans et qu'on n'a pas pu entrer à Gaza, c'est incroyable ce qui est en train de se passer là. Vous l'avez même échappé belle, je pense, de cette fameuse Lada-là en sortant en catastrophe à un moment donné, puis... C'est ça? On a couru. Oui. Vous avez couru? On a couru. On a couru. Le chauffeur s'est arrêté au milieu de la rue. On a vu un avion passer, un jet passer une première fois et revenir. Puis là, tout à coup, le chauffeur s'est arrêté et puis il nous a dit « run ». C'était comme « OK, on a couru », mais c'est tombé quand même pas très loin de nous, mais c'était pas nous qu'on visait quand même. Je vous cite, « On a eu peur, mais pourquoi on fait ce métier, sinon pour raconter ce qui se passe? C'est important de faire ce métier-là. » Est-ce que ça vaut le risque de mourir pour son travail? Non, je ne pense pas que ça vaut le risque de mourir, mais ça vaut le risque d'essayer le plus possible de montrer ce qui se passe sur le terrain et de témoigner de ce qui se passe. Je pense que ça, c'est le rôle des journalistes. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus, d'une certaine façon, contrôlé, parce que maintenant, on a des conseillers en sécurité qui voyagent avec nous. Donc, qui c'est une forme de protection, en fait, pour nous, qui nous conseille où aller, comment gérer aussi les combats qui peuvent y avoir autour de nous. Mais de nos jours, on s'approche rarement des combats. On reste quand même assez loin. On ne s'approche jamais à moins de 5 kilomètres de la ligne de front. Donc, on est proche, mais on n'est pas si proche que ça, quoi, quand même. Est-ce que le correspondant moderne ou le journaliste en zone de guerre moderne est moins téméraire un peu que dans vos années? Je pense que la direction a plus en tête l'idée de protéger ses correspondants et ses équipes sur le terrain. Comme vous dites, ça vaut pas la peine de mourir, je pense. Alors qu'à l'époque, c'était plus... je veux dire, il y avait pas de cellulaire, on avait des téléphones satellites, donc on appelait des fois une fois par jour, des fois une fois par 2 jours à Montréal. Donc, les gens ne savaient pas trop ce qu'on faisait en fait sur le terrain. On pouvait y aller selon nos instincts, selon nos peurs, mais je veux dire, on a toujours fait attention à l'équipe, c'est-à-dire que moi, je ne vais jamais dépasser une certaine limite. On se consulte. On en discute entre nous. Si on est prêt à y aller, on y va pour un certain temps. Puis maintenant, on a des cours, des formations qui nous préparent à aller en zone de conflit où on apprend quel genre d'armes il y a sur le terrain, qu'est-ce qu'on va trouver comme situation, comment fonctionne l'armée russe, comment fonctionne l'armée ukrainienne, à quoi il faut s'attendre et tout ça. On a des entraînements physiques aussi pour s'assurer qu'on peut quitter rapidement les lieux avec quelqu'un qui est blessé, etc. Donc, se faire un garrot, ça. Oui, c'est ça. On apprend toutes ces choses-là. On a des cours. On a maintenant on est bien mieux équipés qu'on était à l'époque, quoi. Donc, c'est assez différent. Tout a évolué. Les moyens techniques ont évolué, puis les moyens de protection aussi ont évolué avec le temps. On le disait en début d'entrevue, pour faire une boucle, vous inspirez confiance, on vous voit, c'est rassurant. Et pourtant, j'ai vu quelque part que vous étiez une personne qui doutait énormément, alors que nous, on vous donne le bon Dieu sans confession. C'est encore le cas? On se débarrasse pas de ça en vieillissant? C'est un peu, mais je pense que ça reste toujours. Puis c'est difficile à expliquer parce que souvent, je dis, moi, on parle des difficultés que j'ai pu avoir dans le métier. Ben, j'en ai eu comme tout le monde. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. J'ai fait des mauvaises entrevues. J'ai fait des mauvais reportages. Mais moi, ce qui m'a le plus fait souffrir dans ma carrière, c'est un peu ça, de douter, quoi, de douter tout le temps, d'avoir peur de n'être jamais assez bonne et jamais assez à la hauteur.
je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de l'enfance, peut-être aussi du fait que pour les femmes, quand même, quand moi je suis arrivée dans ce métier-là, il fallait quand même prouver qu'on était capable. Et donc, il y avait toujours un peu ce désir de travailler plus fort pour arriver à montrer que nous aussi, nous les femmes, on pouvait faire ce métier-là. Et je me souviens même qu'au début, quand j'ai commencé comme correspondante, ben, j'avais un jeune enfant avec moi qui avait quand même beaucoup de problèmes à l'époque. Mais si on m'appelait pour me dire, OK, il faut que tu partes à tel endroit, jamais j'aurais imaginé même dire, je m'excuse, mais mon fils est malade, je ne peux pas y aller. Jamais j'aurais même pensé à faire ça parce que tout de suite, on aurait dit, ah ben, c'est bien, elle a un enfant, puis c'est ça qui se passe. Ou elle a 2 enfants, puis c'est ça qui se passe. Les filles, c'est comme ça. À l'époque, c'était quand même un défi pour nous, je pense, quand on faisait ce métier, un métier d'homme. Quand les femmes arrivent dans un métier d'homme, il faut qu'elles prouvent qu'elles sont aussi bonnes que les hommes. Ouais. Et nous, mes collègues à l'époque, souvent, je ne dis pas qu'ils ont tous été comme ça, mais il y en a beaucoup, là, c'est leur épouse qui s'occupait des enfants à la maison. Ouais. Donc, nous, on avait double tâche, comme c'est souvent le cas pour les femmes. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres métiers où c'est le cas. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, je ne me donnais pas le choix, la liberté de dire, savez-vous, non, j'irai pas cette fois-ci parce que je suis occupée. Quoi. Est-ce que la jeune Céline Galipeau de 2025 dirait non plus souvent? Mais je pense que nos plus jeunes, mes collègues, ont vraiment compris qu'elles pouvaient avoir à la fois une vie professionnelle et une vie de famille et je pense que les directions aussi, je pense que la direction de Radio-Canada maintenant comprend ça beaucoup mieux que nos patrons de presse à l'époque, peut-être. Peut-être. Je ne veux pas leur prêter de mauvaises intentions parce que quand je dis que j'ai douté de moi, j'ai quand même eu des patrons qui ont cru en moi, heureusement. Claude Saint-Laurent, par exemple, qui m'a envoyé sur le terrain, il voyait des choses en moi que peut-être moi-même, je ne voyais pas. C'était un souhait que j'avais de faire ce métier-là, mais je ne savais pas que je pouvais le faire, je ne savais pas que je le ferais et je ne savais pas qu'on me ferait confiance pendant toutes ces années-là non plus. C'est la marque des vrais de douter. Michel Ouimet a douté jusqu'à sa retraite, puis c'était une excellente journaliste. Donc je pense que... Je finis avec des spéculations. Qui va vous remplacer au téléjournal? Est-ce que c'est Stéphane Bureau, son retour? Julie Drolet, dans la continuité? Denis Lévesque, pourquoi pas? Ou Julia Pagé pour rajeunir l'auditoire? Julia Pagé est excellente, Julie Drolet est excellente. Donc, je ne sais pas, c'est la direction qui va décider. C'est une prérogative de la direction. On ne m'a pas encore consulté. Peut-être qu'on va le faire, mais on ne l'a pas encore fait. Avez-vous brainstormé le nom de l'émission un peu? On commence. Vous avez des idées? Oui, on cherche. Céline International? Couvrir la Galipo au lieu de courir la Galipote? Ça, je suis assez fier. En direct de l'univers 2? Ou tout le monde n'en parle pas assez? Tu sais, pour rester un peu dans les espèces de concepts radio-canadiens. Mais sinon, j'ai pas d'autres idées. Donc, c'est déjà bien. J'ai fait un effort au moins. Il y avait du hockey hier, donc j'ai été folle. Un gros merci, Mme Galipeau. C'est tout un honneur. Merci à vous. C'est vraiment agréable de faire ça, en fait. Oui.